veux juste rappeler les objectifs de l'ABE qui sont dans son règlement fondateur, et je crois que tous les aspects ont déjà vécu. Donc bien sûr, c'est disposer d'un niveau de réglementation qui soit maintenant plus précis et pareil dans l'ensemble de l'Europe. C'était vraiment l'objectif essentiel en fait, parce qu'on juste au moment de la crise, on voyait encore que cette réglementation restait fragmentée. Donc en théorie, maintenant, c'est quelque chose qu'on a assez largement dépassé, je pense. Sur la droite, on voit aussi qu'une des tâches, un des objectifs, c'est de continuer à faire l'analyse des risques. Donc c'est ce qui est intéressant, je pense, à l'ABE, c'est qu'on va arriver à un petit peu en interaction, comme c'était souligné en introduction, à regarder le système bancaire européen vivre dans sa globalité et l'économie de ce système, et en tirer une analyse économique qui nous permet de substancier en fait la règle. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. D'autres fonctions sont peut-être un petit peu moins sur le devant de la scène, mais elles ont attiré l'attention très fortement ces derniers temps. C'est la fonction de protection du consommateur, qui est assez difficile toujours à articuler avec une réglementation prudentielle bancaire, parce qu'on y voit un peu spontanément une sorte de conflit, mais étant à la source, c'est aussi là qu'on peut trouver les meilleures dispositions pour protéger le consommateur. Donc on a fait beaucoup de choses sur le... J'en parlerai pas plus avant dans le reste de ma présentation, mais on a fait beaucoup de choses sur les PRIPS, KIDS, les développements dans le FinTech, bon, voilà les développements sur cette zone-là. Et enfin, bien sûr, il y a aussi un objectif qui est de s'adresser aux superviseurs eux-mêmes, non pas à la population bancaire cette fois, de façon à s'assurer que la supervision s'exerce en toute convergence. Donc bien sûr, avec la Banking Union, a priori, on a fait un pas de géant en Europe, mais bon, il n'y a pas que la BCE, et la BCE est aussi un acteur comme d'autres dans notre union. Voilà les missions. Donc ça, c'est un rappel général. J'ajoute par rapport à ce que je viens d'indiquer sur les zones de travail, en fait, ici on voit la ligne stress testing et résolution qui appartiennent, bon, qui sont bien connues, je pense, de la part de l'ABE, et qui relèvent à la fois de la réglementation, de la mise en œuvre et des exercices européens qui sont bien connus. Le travail résolution étant évidemment le plus récent. Alors, où on en est peut-être institutionnellement, c'est souvent une question qu'on nous pose. Il faut avoir bien cette image en tête. Après ces quelques années, les choses sont bien clairement mises en place. Bien sûr, l'ABE est d'abord un département a commencé d'abord comme un département de policier d'oversight, donc n'est pas en prise directe sur le contrôle des établissements de crédit, mais est très lié aux instances législatives européennes. C'était nos premières contreparties, si on peut dire. Donc le Conseil, le Parlement. Édouard a évoqué par exemple la situation avec la titrisation. Bon, je vais encore les voir dans 2 jours. Voilà, ce sont nos contreparties de tous les jours pour éclairer le législateur, on va dire. Et à gauche, on voit au contraire les autres instances européennes qui sont maintenant des instances de supervision ou de résolution, donc la BCE, SSM et SRB. Bien sûr, je ne détaille pas ici les autres autorités compétentes de l'Europe, mais elles jouent pour nous exactement le même rôle en fait. Nos consoeurs, ESMA et EIOPA, donc les autres agences sur les autres domaines. Donc voilà le domaine dans lequel on travaille. Je garde en bas à droite les relations avec les corps internationaux, les standard setters internationaux, où le BA
est présente, avec des statuts différents de membres d'observateurs, mais bon, ça ne fait pas vraiment une différence puisque ce sont des organismes consensuels où ce qui compte, c'est d'amener de la matière et de savoir la négocier. Voilà, donc ça c'est les interactions. Donc on reste un département oversight et policy pour l'Union avec des relations privilégiées avec le législateur et évidemment des liens resserrés avec la Banking Union. Donc ça c'est une représentation de ce rôle fédérateur, si on peut dire, avec en socle le Single Rule Book, qui est donc le livre de règles valables à travers l'ensemble de l'Union. On joue un rôle de coordination et de convergence pour les pratiques des superviseurs. Et donc, évidemment, on a un lien privilégié. On essaye de privilégier avec la Banking Union, mais bien entendu, notre board, le board de l'EBA, c'est l'ensemble des autorités compétentes de l'Union. Où, en fait, le SSM, en tant que SSM, est un membre observateur et ce sont ses propres membres qui sont les membres votants à notre board. Donc, une approche traditionnelle, on va dire, de l'Europe bancaire avec une représentation des États membres, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a accompli en matière de Single Rule Book ? Donc c'est un débat qui revient récemment sur le devant de la scène. Quand l'ABE a été instituée, ce qui comptait, c'était d'avoir des éléments réglementaires qui n'existaient pas à l'échelon européen, puisqu'on travaillait seulement par la loi, donc à un niveau extrêmement élevé de juridisme, mais on souhaitait développer un corps réglementaire qui serait plus proche des pratiques, qui serait un petit peu plus flexible. Et donc, ce sont les pouvoirs binding qui ont été donnés à l'ABE. Donc, ces pouvoirs réglementaires émanent du niveau 1, comme on l'appelle, donc de la CRR pour le texte fondateur qui, en général, domine la réglementation bancaire. Et ces mandats donnent lieu à un ensemble de standards techniques qu'on appelle niveau 2, réglementaire du niveau 2, et que doit développer l'ABE avant d'être adopté par la Commission. Le processus d'adoption est lent et douloureux. Douloureux est peut-être exagéré, mais lent, c'est certain. Donc c'est une des choses qu'on doit sans doute songer à améliorer. Je compare toujours à ce qu'on connaît à travers l'Europe à titre national. Bon, évidemment, vous connaissez le contexte français, mais dans tous les pays européens, c'est à peu près pareil. Donc le niveau réglementaire est un niveau assez réactif en général. Donc au niveau européen, c'est quand même nettement plus lourd d'accoucher du niveau réglementaire. Et puis, bon, il faut qu'on améliore un petit peu la fluidité en fait, de cette réglementation. Ensuite, on a un ensemble de choses qui sont de la soft law, quelque chose qu'on connaît assez peu en France, enfin même assez peu sur le continent, parce que le continent travaille essentiellement en droit romain, donc la règle est prescriptive. Mais bon, évidemment, dans un contexte plus nordique ou anglo-saxon, on connaît les notions de soft law, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui, juridiquement, ne pourra pas donner lieu à un traitement en cours de justice, si on peut dire, encore que, en fait, souvent ce substrat est utilisé, le cas échéant, par les juges. Donc on est dans une zone grise très très peu connue en France, par exemple. Mais ces guidelines, qu'elles soient mandatées par le niveau 1 ou de la propre initiative de la communauté des superviseurs, ont prouvé qu'elles sont très utiles, à mon sens, justement parce qu'elles sont de la soft law. Donc elles permettent une approche en douceur,
réactive et très proche du terrain surtout. C'est ça qui est intéressant. La recommandation agit de même. En général, on l'a utilisée pour un sujet précis. Je me souviens par exemple, dès 2012, on s'est dit bon, il faut quand même savoir approcher les plans, je ne sais pas comment vous dites en français d'ailleurs maintenant, les recovery plans, donc avant les plans de résolution. Plans de redressement. Merci, les plans de redressement. Donc ça, c'était une recommandation qu'on a voulu émettre à l'époque pour dire bon, voilà comment on doit se préparer. Donc disposer de ces soft laws est intéressante, c'est intéressant à cet égard. Et enfin, il y a des instruments qu'on appelle plus de discipline de marché. Donc on a émis des opinions qu'en réalité on trouvait que la loi, le niveau 1 pouvait pécher, en fait c'est ça. Donc à ce moment-là, on a essayé de dire l'opinion des superviseurs, c'est que ça devrait être comme ci et ça devrait fonctionner comme ça. Donc on l'a utilisé par exemple pour les fils prudentiels, où le niveau 1 n'est pas complet. On l'a utilisé pour le traitement des CCP, toutes sortes le calcul des fameux floors. Bon, il y a toutes sortes de cas. Les Q&A, les questions et réponses, sont un instrument très utile, abondamment sollicité. Et on verra un petit peu plus tard que bon, ça souffre un petit peu d'un problème de ressources. Enfin, on a l'instrument dit de peer review, donc revu par les pairs, pour assurer que finalement cette bonne mise en œuvre est observée. Donc, on a regardé les cas de, par exemple, je sais pas, les grands risques. Cette année, on va faire justement les reporting, puisque c'est un sujet très, très important. Ça donne lieu à un examen pratique, on va dire. Alors, voilà tous les outils. Ici, donc, c'est là que je voulais peut-être illustrer ce que je considère comme des plutôt bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'à mon sens, en tout cas dans ma fonction, c'est absolument ce à quoi je veux aboutir. Le Single Rulebook, il est terminé. Bon, peut-être qu'on aura quelques éléments résiduels en 2017, mais si on prend cette CRR qui date de 2013, malgré tout, ça fait déjà quelques temps, disons 3-4 ans après, on a constitué l'ensemble du premier Single Rulebook, en fait. C'est la première fois qu'on aura disposé de l'ensemble, c'est-à-dire une loi, des dispositions réglementaires, des instructions, si je reprends circulaire ou instructions, si je reprends le langage français, eh bien voilà, on aura la totalité. Donc on voit ici ce qu'on a accompli, c'est en bleu, j'ai pas fait les totaux, mais bon voilà, c'est tout ce qui a été mandaté par la loi, et il nous reste à accomplir ce qui est en jaune. Donc vous voyez qu'on a en fait à peu près terminé tout ce qui est standard technique. Il nous reste des domaines un petit peu moins, enfin, qui n'ont pas été harmonisés dans le passé. Par exemple, tout ce qui est passeport, autorisation, enfin, licence, en fait. Ça peut paraître étonnant parce que, si on se rappelle bien, en fait, c'était le tout premier domaine qui avait donné lieu à la première directive bancaire, qui date de 1977. Donc, c'était ça, c'était donner un passeport aux banques pour qu'elles soient dans le marché unique. Bon, ça, il n'y a pas de standard technique. Si vous présentez votre dossier pour ouvrir un établissement bancaire à Bratislava ou à Paris, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des domaines, on va dire, qui maintenant vont être abordés pour finir sur cette fin 2016 et peut-être encore le début 2017. Vous voyez qu'en nombre, ce qui reste un petit peu plus important, ce sont des guidelines, donc de la soft law, comme je le disais. Bon, certaines, en fait, n'auront, à notre sens, de même que certains standards techniques, bon, je peux le dire ici, pas vocation à être adoptés en réalité ou développés, parce que parfois, quand le législateur prépare la loi et rencontre un problème technique un peu compliqué, bon, il dit bon, l'EBA solutionnera ça, et puis après on se rend compte que ça n'a pas d'impact. Je ne sais pas, par exemple,
On réalise aujourd'hui que légiférer sur, je sais pas, ce qu'on appelle le rollover, c'est-à-dire le fait que les portefeuilles de crédit soient mis sous modèle tous absolument 100%, peut-être que c'est pas utile de le faire aujourd'hui, hein, parce qu'on sait que toutes les banques ont mis ce qu'elles pouvaient en modélisable, et ce qu'elles n'ont pas mis, probablement qu'il y a des difficultés, que c'est pas forcément pour laisser de côté des risques plus pénalisants. Bon. Donc, il y a des choses où on évalue que l'impact prudentiel n'est pas significatif, en gros ne mérite pas qu'on élabore une règle de plus. Hein. Il faut quand même bien peser pourquoi on régule et si c'est utile. Ici, quelques statistiques sur les fameuses Q&A. Vous voyez, c'est un appareil qui est très sollicité. On a reçu, on va dire, presque 3000 questions. Elle porte sur la CRR, sur la BRRD et bien sûr aussi sur la mise en place du reporting. Ces instructions pratiques donnent lieu à interprétation souvent. Comme vous le voyez, on en a rejeté quand même beaucoup, hein, à peu près 500. Les fonctions de rejet, c'est soit parce que la question n'est pas assez claire, documentée, on demande à ce qu'elle soit toujours documentée, au sens où il faut qu'on puisse comprendre la situation individuelle et être sûr que la question ne cherche pas à contourner, à obtenir une réponse qui permet de contourner la loi pour faire les choses simples. Donc il faut qu'on comprenne vraiment le cas spécifique. En général, on se retourne aussi vers le superviseur national qui a connaissance de cette question et peut éclairer. Donc la fonction de rejet, elle est sévèrement implémentée, mais c'est très salutaire. Parce que l'autre problème qu'on a, c'est, vous imaginez, pour traiter, on traite à peu près 60 questions par mois, mais il faut bien se représenter que toutes ces questions, elles font appel à un jugement très complexe. Si c'était simple, je pense que vous auriez répondu. Et non seulement c'est complexe, mais en plus il faut qu'on s'accorde à 28, donc ça met en jeu une multiplicité de jugements. Et moi, je tiens absolument à... Je préfère prendre le temps, mais être sûr qu'on a abouti à une réponse très transparente, qui donne lieu à un accord, on va dire, quasi général. Parce que quand vous êtes dans le domaine de la soft law, s'il n'y a pas, disons, 100% de chances qu'a priori tout le monde adhère et implémente, vous n'avez de toute façon aucun outil. Donc c'est très important de préparer cet accord, enfin de tendre vers cet accord et de prendre le temps pour avoir ça, d'expliquer les rationnels et de tomber d'accord. Donc bon, ouais, on manque de ressources très clairement pour ça, c'est difficile et c'est partout pareil. Alors là c'est un petit peu plus, je pense, ouais, je vais faire tout apparaître à la fois, je pense. Donc ça, c'est ce qui était le plan pour 2016. Donc vous voyez que c'est conséquent. Donc on a a priori tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a déjà été fait. Tout ce qui est en... Attendez que je me rappelle bien en fait. Je vais regarder un peu sur... Ce qui est en jaune, c'est ce qui est quasi fait là maintenant au jour d'aujourd'hui. Hein. En général, je pense qu'il y a des choses qui sont même sur le website de l'EBA depuis hier soir. Et ce qui est en rouge, c'est ce qui reste à faire en gros pour cette fin d'année. Alors en termes de type d'instrument, vous voyez, en effet, désormais c'est la soft law qui domine, hein, les guidelines. Les standards techniques RTS et ITS prennent une part plus mineure. Hein, on a délivré ce single rulebook qui est binding, ça c'est fait, on va dire. Donc on est un petit peu dans un autre domaine. En termes de domaine technique, on voit sur la gauche, dans le pavé vert, c'est ce que je disais, hein, on a par exemple tout ce qui est
licensing en fait, qui n'était pas harmonisé jusqu'avant. On continue à avoir des choses sur la titrisation, comme le implicit support. On a tout ce qui est en rouge et qui donne lieu en fait à un travail à finaliser, c'est la révision des modèles, je vais y revenir. Donc on a terminé en revanche ce qui est en bas blanc, ce qui a trait essentiellement en fait à la liquidité, à certains domaines plus techniques du risque de marché. Ça reste très varié, mais globalement si on fait une sorte de résumé, comme je le disais tout à l'heure, il reste des domaines qui n'avaient pas été harmonisés jusque-là, en particulier donc le licensing, des détails sur la liquidité, et en revanche, la révision des modèles, c'est encore un projet qui est en train c'est bien avancé, mais ça reste un sujet d'avenir, on va dire. Voilà, bon ça, vous aurez ça si vous avez les slides. Alors peut-être les leçons à tirer de l'exécution de ce premier single rulebook. C'est important parce qu'on est à l'orée de la nouvelle CRR, donc il faut savoir est-ce qu'on a été satisfait, qu'est-ce qu'on peut faire différemment ou mieux. Donc là, je vous livre un jugement personnel. Pour moi, bon, ce qui est important, si je commence par la gauche, c'est qu'on dispose en effet d'un single rulebook qui est prescriptif, avec un niveau de détail assez bien hiérarchisé, hiérarchisé en tout cas. Et puis, bien sûr, de mon point de vue, c'est très 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 important de garder l'harmonisation maximale. Si on tue ce principe, on reviendra forcément à la réglementation fragmentée et le coût, enfin, c'est à vous de le dire, hein, sans doute, en tant que professionnel, mais le coût de la fragmentation, il est énorme malgré tout. Donc je pense qu'à l'ère que nous vivons, avec un single rulebook, et pour ceux qui sont dans la zone euro, une banking union, ce coût-là, de faire face à une réglementation fragmentée, j'espère que vous me direz qu'il est vraiment extrêmement réduit désormais par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est qu'on réglemente ce qui a vraiment un impact prudentiel. C'est pour ça que je vous disais, je n'ai pas hésité à écrire à la Commission pour dire, écoutez, ce standard technique, je vais peut-être attendre. D'abord, je les ai fait un peu patienter, mais objectivement, je ne vois pas l'intérêt de réguler pour une acquisition prudentielle trop limitée. Donc, je pense que bientôt, l'année prochaine, je pourrai leur écrire pour dire écoutez, tel et tel mandat ne mérite pas d'être exécuté. On verra bien ce qu'ils disent. Mais... Ensuite, très important pour moi pour l'avenir, c'est la deuxième barre ici, flexibilité et possibilité d'ajustement. Il y a des discussions, je pense qu'elles vont prendre place à nouveau à l'orée de cette nouvelle CRR. Les discussions portent sur le fait de savoir qu'est-ce qui doit être dans le niveau 2 et donc qu'est-ce qui est quelque part délégué du niveau législatif au niveau réglementaire. Le niveau 2, ça veut dire que c'est la Commission qui adopte les règlements que le BA prépare en fait. Donc c'est une délégation du législatif vers le réglementaire. Le Parlement, si vous écoutez les commentaires des parlementaires européens en ce moment, est plutôt, a toujours été soucieux en Europe, bien sûr, de développer la gamme, on va dire, de son action. Et au niveau européen, ça a été sans doute important de développer les pouvoirs du Parlement. J'ai le sentiment que le Parlement, à l'heure actuelle, sera extrêmement soucieux de ne pas trop déléguer. Ce que je trouve rétrograde en réalité. Je comprends la notion de respecter une voie démocratique. Je pense que sur les formules de risque de marché, la démocratie a peu de rôle à jouer, hein, pour faire simple.
Peut-être que ce n'est pas leur vision, mais pour moi, ma tâche sera de leur expliquer que si, qu'ils rendraient plus performant en fait, le dispositif réglementaire et prudentiel pour le bien de l'industrie. Hein. C'est vraiment... Bon. Évidemment, on peut, par la voie démocratique ou par la voie nationale, défendre certains privilèges. Ça, je comprends bien, qui peut-être sont escamotés quand on aurait une approche par le biais de la communauté des superviseurs. C'est un petit peu le risque. Mais pour moi, c'est vraiment crucial de conserver ce niveau réglementaire et même de le développer. Justement, donc on a... par exemple, essayer d'entrer en discussion avec la Commission pour leur expliquer que, pour tomber d'accord sur le fait qu'en matière de risque de marché, tout mettre dans le niveau de la loi n'est pas forcément la meilleure chose à faire, parce que demain, il y aura plein de choses qui vont changer, on ne peut pas du tout prévoir comment les activités vont se mettre en œuvre. Et parler des notions de desk dans une loi, je suis un petit peu sceptique. Mais bon. Enfin, les deux colonnes à droite montrent un petit peu les choses qu'on doit essayer de faire évoluer en matière d'uniformité du Single Rule Book. Donc je vais y revenir, c'est comment traiter la proportionnalité. Donc le principe, c'est pour un même risque, une même réglementation prudentielle, mais donc il faut évaluer l'équivalence des risques à travers les grandes, les petites banques, les grands acteurs de marché ou les acteurs coopératifs. Donc il y a plein de choses à faire. Les limites en fait de ce Single Rule Book, donc la BCE a beaucoup voulu travailler sur l'élimination des options nationales. Certaines ont pu disparaître. C'est un domaine délicat. Moi, je l'aborde un petit peu avec deux angles plus nouveaux. Si une option nationale est là, quelle est la rationalité de cette option? Alors, il faudrait que je trouve un exemple. Bon, par exemple, les organes centraux dans les réseaux coopératifs ou mutualistes disposent d'options ou de traitements nationaux spécifiques. Le problème, c'est que, à mon sens, ces organes centraux, il y en a de toutes sortes, ils jouent toutes sortes de fonctions, et on aurait plutôt intérêt à essayer de voir s'ils portent tous les mêmes risques, et peut-être trouver un traitement européen en fonction de cette analyse du risque. Pour moi, c'est quelque chose qui reste possible. La BCE est d'ailleurs en partie engagée là-dedans. Donc ça, c'est un angle nouveau. L'autre angle, c'est de prendre par la différence, de dire qu'est-ce que vous avez gagné avec cette option nationale qui fait que c'est peut-être un peu moins égalitaire. Bon, si c'est marginal, adieu va. Donc il faut aussi peser le pour ou le contre de ces OND. En revanche, ce qui, à mon sens, pose encore des difficultés à la bonne avancée du système prudentiel, c'est la persistance de l'application de lois nationales en termes comptables. Bien sûr, beaucoup d'établissements en Europe se réfèrent aux IFRS, mais pas tous. Je pense que c'est dommage qu'on ne bénéficie pas tous d'un même socle comptable. Donc là, c'est une butée, très clairement. Et de la même façon, on a retrouvé ce problème, en particulier sur les réglementations de rémunération. Évidemment, les lois du travail, les lois corporate, les lois sur les constitutions des sociétés sont différentes, sont nationales. Bon, ça va être très difficile de pousser ces frontières, naturellement, mais sur certains petits points, il faudrait pouvoir faire des progrès. Bon, ça appartient à la volonté politique, ça ne peut pas du tout être dans l'escarcelle de l'EBA ou des superviseurs. Enfin, Édouard le citait dans son introduction, les mesures macro-prudentielles, elles ont été clôturées à la hâte, on va dire, à la précédente CRR. On a rencontré
systématiquement des difficultés dans la compréhension, dans la mise en œuvre et surtout dans la cohérence de pourquoi on met un systémique Chris buffer et pourquoi il est de cette taille, pourquoi on met un buffer contracyclique ici et sur... Bon, tout ça, bon, c'est une jeune science, hein, donc c'est pas très étonnant qu'elle soit à ce degré de divergence ou de moindre convergence. Mais de toute façon, la Commission donc, prépare sa nouvelle pièce à ce regard et on va discuter avec eux très sérieusement pour mettre de la cohérence.